Madame, salut monsieur, bonsoir. Deuxième articulation de 52 minutes de vérité. Nous partons à Moscou, nous partons en Russie et là-bas, c'est un géostratège que nous allons prendre ce soir. Et les débats ou le débat avec ce géostratège, c'est le thème que vous avez au bas de votre petit écran. Et vous le savez très bien, vous êtes dans le grand groupe Canal Aoussa, Média d'Afrique, Panafricom TV. Et d'ailleurs, Fabrice Béo, parce qu'il faut le nommer géostratège, a ses plateformes, des milliers de personnes sur Telegram et sur beaucoup de plateformes dont il est responsable. Il anime les débats internationaux. Et aujourd'hui, nous voulons savoir la capacité qu'ont aujourd'hui les États-Unis à pouvoir encore influencer sur le monde. Est-ce que les États-Unis tiennent encore de main de fer le Moyen et le Proche-Orient? Quelles sont les relations actuelles entre les États-Unis et la Russie? Et quelle est la puissance réelle même des États-Unis à l'heure actuelle, lorsqu'on sait qu'en Ukraine, ça ne cesse de patiner. L'Ukraine est en train de devenir un État terroriste alors qu'il est soutenu par le bloc occidentalo-américain et justement les États-Unis. Fabrice, géostratège depuis Moscou. Bonsoir et bienvenue. Bonjour à vous, aux téléspectateurs et bonsoir depuis la Russie. On va commencer par ce qui en réalité semble être l'une des interrogations les plus importantes de certains peuples du monde actuel. Quelles sont les relations actuelles entre les États-Unis et la Russie? Vous voyez cela depuis la Russie, vous êtes européen, mais vous êtes du monde libre, un monde qui aspire à la liberté et à l'autonomie des peuples. Il faut rapidement, hein, évidemment, mais il faut un peu recadrer le contexte et donc faire quelques pas en arrière et rappeler l'histoire, on va dire, l'historique des relations. Alors, je ne vais pas faire l'historique des relations avec l'URSS, mais à la chute de l'URSS, pendant les 10 ans d'Eltsine, évidemment, c'était tous les gens qui étaient à la tête, presque, on va dire, des ministères. Il y avait même des agents de la CIA, Vladimir Poutine l'a rappelé il y a quelques semaines de cela, était au gouvernement russe et donc totalement libéralisé, totalement détruit le pays en réalité. Et il y a eu la divine surprise de 1999 avec Vladimir Poutine nommé Premier ministre puis président par intérim, puisque Boris Eltsine, de par sa santé défaillante, avait lâché, on va dire, le pouvoir. Et après les élections au début 2000, qui a validé Vladimir Poutine comme président. Il y a eu, pendant les premières années donc de la présidence de Vladimir Poutine, une main tendue en réalité à l'Europe. Poutine parlait et parlait toujours, il y a encore quelques mois, d'une maison commune de Vladivostok à Lisbonne, c'est-à-dire qu'il indiquait, puisque l'URSS est terminée, qu'il n'y a plus de conflit idéologique, que nous avons les hydrocarbures, que vous avez l'expérience industrielle et technique, nous pouvons effectivement faire des accords gagnant-gagnant pour un développement pacifique du continent européen, on va dire eurasien, puisque Vladivostok c'est en Asie. Mais ça a toujours été refusé d'une main méprisante, puisque les Occidentaux, le bloc américano-occidental, ont toujours pensé qu'ils avaient gagné la guerre froide, alors que les Russes avaient pensé qu'ils avaient simplement arrêté de combattre. Puisque c'est l'URSS qui s'est effondrée de l'intérieur, non pas par les coups de l'extérieur. Et donc, vous avez eu une réponse de l'Occident qui a fait avancer sans arrêt l'OTAN, et vous avez eu ce fameux discours de Vladimir Poutine en 2007 à Munich, donc devant tous les pays européens, en particulier ceux de l'OTAN, où tout le monde s'attendait toujours à voir le Vladimir Poutine qu'il pensait naïf, c'est-à-dire que ne comprenant pas que j'en avais rien à faire de lui et de son pays. Et ce discours de Munich est très important, puisque c'est le premier point où il dit, si je résume ça d'une manière triviale, vous nous prenez pour des imbéciles, ça suffit, quoi, hein. Nous avons des questions stratégiques, d'équilibre stratégique qu'il faut que vous entendiez. Si vous ne vous entendez pas, l'aboutissement de tout cela, effectivement, ce sera une confrontation militaire, et nous ne voulons pas d'une confrontation militaire. Ceci étant dit, des années après des années,
la Russie jouant en fait avec des règles du siècle dernier, avec des partenaires occidentaux qui eux jouent sans règles, en particulier les Américains. C'est pourquoi cette forme, on va dire, de patience, de longue patience des Russes ont souvent été pris autant d'ailleurs par les gens qui le soutiennent que par ses adversaires géopolitiques comme de la faiblesse, alors que ce n'était simplement qu'une demande de négociation géopolitique entre États avec raisonnable pour trouver un terrain d'entente et éviter évidemment la diplomatie. C'est la dernière chance avant d'arriver à la confrontation militaire. Et vous avez eu en 2014, je ne vais pas le rappeler, donc le coup d'État du Maïdan en Ukraine qui a amené au pouvoir une junte. Je rappellerai que il y avait eu cette révolution dite orange a été financée par les États-Unis. Ça a été validé officiellement par Madame Nuland, qui était et qui est encore aujourd'hui la responsable au sein du secrétariat d'État américain pour l'Eurasie, c'est-à-dire pour l'Europe et la Russie, et qui disait que ils avaient investi 5 milliards de dollars, ce n'était lâcher le pouvoir, et ils avaient signé le soir même, donc dans la journée, ils avaient signé un accord où grosso modo le président allait partir, et que dans les jours qui suivent, un nouveau Premier ministre allait être nommé donc de l'opposition. Mais cela voulait dire aussi que le jeu démocratique par après faisait que le camp qui avait perdu pouvait gagner aux prochaines élections. Mais les Américains ne voulaient absolument pas ça. Ils voulaient absolument arrêter justement ce jeu. Ils voulaient contrôler et trouver un élément de déstabilisation et de confrontation avec la Russie. C'est pourquoi il y a eu le soir même un coup d'État. Et vous connaissez la suite, russophobie, groupe ukro-nazi, bombardement du Donbass, ce qui a produit après les victoires des rebelles du Donbass aux accords de Minsk I et aux accords de Minsk II, que le pouvoir, la junte de Kiev a accepté parce que ils étaient en train de perdre militairement, c'était juste pour gagner du temps, alors que la Russie s'était tendre la main pour trouver une solution diplomatique, et cette solution diplomatique, c'était Minsk, c'est-à-dire la fédéralisation du pays, c'est-à-dire sa neutralisation, et le choix était soit effectivement vous continuez avec l'OTAN et on va vers une confrontation parce que ne rêvez pas, il ne sera pas question d'avoir des missiles ou des bases de l'OTAN en Ukraine, puisque je rappelle que la frontière ukrainienne la plus proche de Moscou, c'est 300 km. 300 km, c'est-à-dire que c'est juste à côté. Comme disait Vladimir Poutine, c'est sur notre palier, c'est à notre porte. Et donc, cette chose-là ne sera pas inadmissible. Ou alors, comme Poutine l'avait déjà dit dans une discussion historique, il y a eu la révolution de 1917, il y a eu la chute de l'URSS qui est restée sur des frontières artificielles et qui coupait le monde russe, les russophones, et qui les éparpillait dans différents pays. Il disait c'est un peu un drame, mais on peut faire avec si on a des partenaires dans ces États, en particulier l'Ukraine, qui respectent le droit culturel, le droit identitaire, le droit linguistique, donc des russophones sur son territoire. Et on peut accepter à ce moment-là un État ukrainien, du moment qu'il n'est pas notre ennemi dans le cas précis, c'est-à-dire neutre. Et les accords de Minsk arrivaient à cet État-là. Ça n'a pas été appliqué, évidemment, puisque l'OTAN et les États-Unis ont toujours poussé dans cette confrontation militaire. Et aujourd'hui, on en est. La Russie est intervenue parce qu'il allait y avoir une confrontation militaire, il allait y avoir une sorte de blitzkrieg de l'armée ukrainienne contre le Donbass. Et comme disait Poutine, lorsque j'ai appris, il disait, une chose que j'ai appris dans les rues de Saint-Pétersbourg, de Leningrad à l'époque, c'est lorsqu'une confrontation est inévitable, il faut frapper le premier. Et c'est ce qu'il a fait. En réalité, c'est une opération défensive et non pas offensive. Si tel était le cas, il y aurait des années qu'il l'aurait déjà faite, alors qu'il a toujours privilégié, la Russie a toujours privilégié la diplomatie. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, ils disent, nous avons nos objectifs, mais si on s'entend d'un point de vue diplomatique, on arrêtera le conflit immédiatement. Mais il faut s'entendre sur nos objectifs. Les objectifs sont clairs, neutralisation de l'Ukraine, démilitarisation, et évidemment le problème de la dénazification du régime qui, s'il n'est pas fait, aboutira simplement à reporter le problème ultérieurement sur des générations, puisque lorsque vous cultivez des générations dans la haine du voisin, il est évident que quelques dizaines d'années après, la guerre recommencera d'une manière ou d'une autre, et la Russie intervient aujourd'hui en Ukraine pour régler cette question d'un point de vue historique, puisque le combat en Russie, c'est d'un point de vue historique. Et deuxième point,
et je vais terminer sur cela pour votre première question, c'est que il est important de savoir que si les Occidentaux, en fait les Européens qui suivent, qui s'alignent totalement contre leurs propres intérêts sur les États-Unis et la Russie ont bien compris que c'est un combat géopolitique. C'est un combat pour pas la domination mondiale. Pour les États-Unis, oui. Pour la Russie, c'est pour mettre un terme à cette domination unilatérale de l'impérialisme américain, avec d'autres puissances, puisque la Russie a toujours indiqué qu'elle n'avait pas de volonté de domination mondiale. Elle voulait simplement avoir la place qu'elle a par rapport à son importance économique dans le monde économique mondial, et pas plus que cela. Elle n'a jamais eu de volonté, comme d'ailleurs la Russie tsariste n'a jamais eu de volonté, à part dans son étranger proche, d'expansion territoriale. C'est jamais arrivé. La Russie n'a jamais, entre guillemets, de colonie. Elle a eu un empire, l'empire tsariste, l'URSS, mais il n'y avait pas la destruction des peuples, il y avait même le développement des pays économiques, ce qui est tout à fait évidemment une différence avec ce que les Africains peuvent constater par rapport à la période coloniale des siècles derniers. Donc la situation actuelle, c'est une situation effectivement où vous avez une attendue de la Russie à l'arrivée de Vladimir Poutine et qui a été rejetée, méprisée par les Européens, qui a été repoussé par les Américains, puisque ce n'était pas leurs intérêts. Je rappellerai que la géopolitique américaine, il suffit de lire les productions des think tanks américains, et aujourd'hui même, d'ailleurs, ils font des vidéos où vous avez carrément des déclarations officielles qui ne sont jamais traduites dans les pays européens, qui sont jamais discutées dans des émissions dans les pays européens. Par contre, c'est le cas en Russie, on les lit et les Américains sont très clairs. Pour continuer leur domination mondiale, il faut deux choses, que le dollar soit toujours la première monnaie mondiale, la seule même, des échanges internationaux. C'est pourquoi tous les pays qui ont voulu s'en passer, l'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Muammar Kadhafi, vous aurez remarqué qu'ils ont été totalement détruits. Ce n'est pas un hasard. Et vous avez également l'autre élément, c'est que pour eux, il faut éviter tout concurrent géopolitique qui pourrait être à leur niveau. Et dans la géopolitique américaine, qui est logique puisqu'elle reprend certains éléments de la géopolitique européenne, qui est une science, je vous rappelle, ce n'est pas une histoire de tendance politique, ça n'a aucun rapport, même avec les relations internationales qui sont des éléments diplomatiques. Nous parlons ici froidement d'intérêts et de blocs géopolitiques. Et pour les États-Unis, pour elles, lorsque vous regardez une carte, vous voyez que le continent eurasien, c'est le continent majeur en réalité de la carte mondiale, et pour cela, vous avez la Russie qui est un peu le toit du monde, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et qui contrôle l'Eurasie, contrôle le monde. Et le cœur de l'Eurasie, c'est la Russie. Et il faut éviter à tout prix, selon les Américains, et ils ont raison là-dessus, entre cette puissance russe continentale avec des ressources énergétiques à n'en plus finir, et l'Europe qui était jusqu'à présent une puissance industrielle, puisque les deux réunis ferait que les États-Unis redeviendraient une puissance régionale. Donc le combat aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie, par l'intermédiaire du pion ukrainien qui sera sacrifié comme les États-Unis le font toujours, le dernier exemple étant l'Afghanistan, fait que effectivement c'est bien une guerre de la Russie contre l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis, sur le territoire ukrainien. Et il y a un autre élément, mais on va certainement en parler, c'est que en réalité c'est un double objectif. Les États-Unis, c'est éviter que cette Europe puisse s'unir, affaiblir la Russie. Idéalement, dans leur idée, c'est de faire un coup d'État en Russie pour mettre des girouettes et découper en minimum en 3, voire 4 ou 5 parties pour mettre la main sur les énergies afin que la Chine ne puisse pas y accéder et donc après pouvoir, en position de force, pouvoir à ce moment-là attaquer économiquement plus durement la Chine. Donc voilà quelle est leur position, mais en même temps, ils profitent dans leur monde, ils ont restreint, on va dire, leur influence. Les États-Unis se sont regroupés autour de leur colonie, à savoir les pays de l'Union européenne, et ils sont en train de totalement les vampiriser économiquement, monétairement, industriellement. En fait, ils sont en train d'essayer de garder, on va dire, de s'alimenter quelques années ou quelques dizaines d'années supplémentaires dans le combat qui est en cours, et ils sont en train de sacrifier l'Europe, ils la défendent soi-disant, alors qu'en fait ils sont en train tout simplement de la trucider avec la complicité des élites européennes qui en direct aujourd'hui pratiquent le suicide de leur propre pays. C'est quelque chose qui peut paraître fou, qui peut être expliqué,
Mais en tout cas, c'est une réalité. Et cette réalité, c'est que les États-Unis, à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'ils auront atteint leurs objectifs, c'est-à-dire de détruire l'économie allemande, qu'ils pensent, et mais ça ils ont tort, de réduire la Russie à néant, arrêteront cette guerre en Ukraine, puisque de toute façon, lorsque ils pensent qu'ils peuvent la faire durer avec une livraison d'armes, mais ils oublient que la Russie, si souvent elle a des problèmes, qu'elle n'est pas idéale, on voit même dans la mobilisation actuelle, il y a quelques soucis qui sont reconnus d'ailleurs même par le pouvoir en place, par les autorités, par le ministère de la Défense en Russie, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Les choses sont reconnues en Russie, on ne les cache pas, on ne les met pas sous le tapis. Il n'empêche que la Russie se révèle généralement lorsqu'elle elle est confrontée à des problèmes de survie de son État et de son peuple. On l'a vu dans l'histoire, en particulier la Seconde Guerre mondiale. Alors je ne compare pas, c'est pas exactement la même chose, même si la volonté est exactement la même, et qu'en face de la junte de Kiev, vous avez les militaires les plus fanatiques sont des nazis ukrainiens. Il faut le dire très clairement. Aujourd'hui, ce n'est pas un élément de propagande, c'est une vérité, mais tout est bon, vous savez, puisque en même temps, les États-Unis, c'est en même temps le wokisme, c'est en même temps LGBTisme, et c'est en même temps le nazisme. Tout est bon du moment à être utilisé pour ses objectifs politiques, géopolitiques dans le cas précis. Donc c'est bien un conflit entre les États-Unis et la Russie, mais c'est aussi un conflit entre les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe, dans ce cas précis, ne se défend pas. Même au contraire, elle participe à son suicide collectif. En cela, l'Europe est en train de sortir de l'histoire et la Russie ne veut pas prendre le bouillon avec eux. Elle a lâché les amarres. Et malheureusement, si l'Europe ne réagit pas, si l'Europe ne tend pas la main à la Russie, elle se fera assassiner par les États-Unis. Alors, en un mot, on peut comprendre avec vous, Fabrice Béor, États-Unis, Russie, relation de chat et de la souris, relation de tension, relation de confrontation. Alors, quelle issue aujourd'hui, avant peut-être de voir les capacités même aujourd'hui des États-Unis qui, vous l'avez dit, Luc Michel a reconnu un peu plus avant que justement les États-Unis le 24 février dernier dominaient le monde, mais c'en est terminé avec l'action de police que vous avez évoquée un peu plus haut. Alors, aujourd'hui, si l'on regarde cette relation ou ces rapports entre les États-Unis et la Russie, quelle issue possible dans ce qui est en train de se passer? Vous savez, il y a aussi un élément, alors il y a la géopolitique qui est un élément bipartisan aux États-Unis, c'est-à-dire que vous soyez démocrate, républicain, vous avez un accord sur ce qu'il faut faire au niveau international. Mais vous avez également quand même les dissensions au sein de l'oligarchie américaine entre le clan Clinton-Obama qui dirige, parce que c'est pas Monsieur Biden qui dirige les États-Unis, comme vous voyez son état de délabrement intellectuel. Simplement, il y a rien qui fonctionne dans son cerveau. Il est grillé. Il faut parler très clairement. C'est pas lui qui dirige. Et donc vous avez les élections qui arrivent dans moins d'un mois déjà. Je crois que c'est le 8 octobre, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle les élections de mi-mandat, où vous avez le renouvellement d'une partie du Sénat et comment on appelle ça, la Chambre des représentants. Et si les républicains reprennent les deux, ça ne changera pas la politique au fond des États-Unis, mais ça pourrait peut-être faire qu'ils seraient, on va dire, peut-être un peu moins engagés dans leur politique d'affrontement. Ils continueraient certainement à livrer des armes, à fournir de l'argent, et ainsi de suite, puisque l'État ukrainien d'aujourd'hui, c'est un État en faillite. S'il n'est pas soutenu par l'Occident, il s'effondre, il est en banqueroute totale. Et donc, vous avez aujourd'hui cette possibilité-là. Donc, vous disiez le jeu du chat à la souris. En fait, la Russie a toujours fonctionné en pensant qu'en face, ils avaient des comme on dit d'un point de vue diplomatique, et des partenaires. Ce qui ne veut pas dire que ça veut dire que ce sont des amis, ça veut dire que on parle d'État à État, donc on parle de gens qui ont une forme de rationalité, mais il y a quand même aussi un élément d'irrationalité, puisque ils utilisent la russophobie comme vecteur de haine simple. Mais aujourd'hui, ils parlent même,
ils font une campagne sur le nucléaire en disant les Russes vont bombarder alors que ce sont eux qui ont menacé et que Vladimir Poutine, dans sa réponse, disait que attention, vous nous avez menacés, mais nous aussi, nous avons des armes. Donc c'était simplement une réponse. Et évidemment, comme toujours, ils ont éliminé la première partie, et ils ont simplement, dans leur narratif, parlé de la deuxième partie. Donc ils utilisent la peur aussi, nucléaire dans le cas précis, pour éviter que les masses européennes fonctionnent et acceptent cette politique totalement irrationnelle et qui est contre nature, puisque c'est contre les intérêts vitaux même des pays européens. Vitaux, j'entends bien vitaux. L'Allemagne, si elle ne réagit pas, elle est en train de se suicider, mais véritablement. On parle de 40%, 50% de baisse d'activité économique, c'est-à-dire que c'est la fin de l'Europe. Il faut le dire très clairement. C'est la fin de l'Europe qui va arriver. Et donc vous avez aujourd'hui cette forme d'irrationalité que les Russes en ont eu assez. Il y a eu il y a eu l'appel, donc comme j'ai dit, le discours de Vladimir Poutine en Munich, qui était vraiment le premier point sur la table en disant bon, vous arrêtez maintenant, vous allez nous écouter. Rappelez-vous de quand Poutine avait fait je crois que c'était comme il le fait tous les ans, une discussion donc avec des questions avec le public et avec les Russes qui posent des questions une semaine auparavant, et il répond à tout cela, et il avait donc parlé des nouvelles armes russes qui ont été moquées par les Occidentaux, mais qui ont été utilisées pour certaines d'entre elles aujourd'hui en Ukraine. Donc c'est aujourd'hui incontestable, ce qui prouve que les Russes ne bluffent pas lorsqu'ils avancent quelque chose. C'est qu'il y a évidemment du répondant derrière. Il avait dit maintenant, vous ne nous avez pas écoutés, maintenant écoutez-nous. Ils n'ont toujours pas écouté, ils ont fait ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, et donc vous avez une confrontation militaire, et le discours même aujourd'hui, vous savez, dans les médias russes, il y a, même avant, encore plus aujourd'hui, l'opération spéciale, qui a commencé le 24 février de cette année, vous avez toujours eu des émissions géopolitiques, et il y a des heures de grande écoute, pas des fois tard le soir ou en pleine nuit, non, vraiment des heures de grande écoute sur plusieurs chaînes. Et vous avez toujours la traduction de ce que disent les Américains ou les Européens ou d'autres personnes dans le monde, et après des débats sur les faits. Il y a toujours eu cette volonté de dire bon, écoutez, il y a des faits, mais vous ne pouvez pas nier certaines réalités. Donc on peut, en tant qu'homme rationnel, personne rationnelle, on peut quand même négocier. Vous ne pouvez pas souhaiter le pire, vous ne pouvez pas vivre dans un monde virtuel. Et ben si, aujourd'hui on y est bien, et donc les Russes en ont bien conscience qu'en face d'eux, ils ont des partenaires qui sont pas fiables. Ils sont pas fiables parce qu'aujourd'hui vous avez les pays occidentaux qui disent, les pays européens, la Russie n'est pas un fournisseur énergétique fiable. Mais la Russie n'a jamais fermé les vannes du gaz et du pétrole. C'est les Européens eux-mêmes qui ont mis des sanctions, qui ont eux-mêmes fermé les vannes et qui reprochent à la Russie leur propre action. C'est quelque chose qui est ubuesque. Et ça, c'est sans arrêt. Vous avez sans arrêt dans les médias occidentaux. Donc les Russes ne comptent pas, en particulier sur les Européens, tout du moins la classe politique, pour réagir. Il y a un espoir que les forces vives industrielles allemandes en particulier se réveillent, parce que sinon elles sont mortes. Mais par rapport aux États-Unis, c'est un rapport de force. C'est extrêmement clair. Aujourd'hui, d'ailleurs, même les petits chiens, les petits roquets des États-Unis au sein de l'OTAN, qui sont, je parle pas des pays baltes, qui sont des pays croupions, mais vous avez la Pologne, par exemple, qui est la plus extrémiste sur leur russophobie. On voit une haine qui vient de je ne sais d'où, en oubliant quand même que c'est quand même la Russie qui a évité que la Pologne soit totalement, on va dire, la population soit exterminée pour laisser la place à la race des seigneurs que les nazis voulaient mettre à la place de ces gens-là. Ils ont une mémoire assez sélective, allons-nous dire. Mais vous avez une situation où aujourd'hui, les Russes ont bien compris que ce conflit dans lequel ils ont été obligés d'intervenir, alors qu'ils ont fait pendant des années tout pour éviter qu'on en arrive là, ils savent aujourd'hui qu'ils doivent le gagner, et ils vont le gagner. Ils ont sous-estimé peut-être la réponse de l'OTAN, c'est pourquoi il y a une reconfiguration à l'heure actuelle avec la afin d'arriver à leurs objectifs premiers, mais si ça continue, ils savent très bien, ils l'ont dit, c'est extrêmement clair. Aujourd'hui, c'est stabiliser, c'est reprendre le Donbass intégralement, et sur toute la région, il reste encore la ville de Zaporozhye, et de rétablir la situation sur la région de Kherson, c'est le sud, au bord de la mer Noire.
Mais s'il n'y a pas de négociation... Alors, si telle est la situation, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites une balise sur la capacité donc des États-Unis à rester eux-mêmes, c'est-à-dire les États-Unis à rester eux-mêmes, vis-à-vis du Proche-Orient, non d'abord non, du Moyen-Orient, est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression, et c'est l'impression que beaucoup d'analystes et d'experts ont, c'est que les États-Unis semblent avoir perdu la main au Moyen-Orient parce que, et même d'une certaine manière aussi le Proche-Orient, mais restons là au Moyen-Orient, alors que on sait la domination qui était celle de Bush, qui a pratiquement pendu Saddam Hussein, mais aujourd'hui, on a vu cette grande résistance en Syrie. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont encore la main puissante sur le Moyen-Orient? Vous savez, c'est lié en réalité. C'est lié avec la situation aussi en Ukraine, puisque du contrôle de la mer Noire, ce qui est en jeu à l'heure actuelle, puisqu'il ne faut pas se cacher, si les États-Unis continuent et l'OTAN continue d'appuyer la junte de Kiev et qu'il n'y a pas de négociation possible, la Russie continuera à libérer les territoires russophones. J'entends bien russophones, c'est pas l'Ukraine. L'Ukraine en elle-même, la Russie ne veut pas conquérir toute l'Ukraine puisque il y a une partie de ces populations, en particulier à l'ouest, qui sont totalement russophones, qui n'ont en plus jamais fait partie de l'Empire russe. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais il y aura le port d'Odessa, puisque quand vous contrôlez le port d'Odessa, vous contrôlez toute la Méditerranée en fait orientale, et donc là vous êtes au Proche-Orient. C'est ça aussi qui est en jeu en réalité, c'est une projection maritime possible que les États-Unis voulaient en prenant le port de Sébastopol, d'où la réaction de la Russie en 2014 avec le référendum en Crimée et le retour à la mère patrie donc de la Crimée, et en 2015 son intervention militaire en Syrie, que les djihadistes extrémistes de Daesh n'arrivent au pouvoir. C'est une catastrophe pour toute la région et par projection pour le Caucase et donc pour la Russie, puisque les États-Unis se sont toujours servis des extrémistes islamistes, en particulier à une époque qu'ils importaient en Tchétchénie pour lutter contre la Russie. Ça a toujours été, c'est écrit dans les discours, dans les think tanks américains. C'est clair, noir sur blanc. Il n'y a qu'en Europe, on fait semblant de pas comprendre que les États-Unis ne sont pas nos amis. Mais vous avez au Proche-Orient, oui, jusque très récemment, vous savez, sur l'Arabie Saoudite, ça montre une chose en fait. Face à la Russie, ils y vont, mais ils y vont pas franco. Donc, ce qui prouve qu'ils ne sont pas aussi puissants que cela. Quand la victoire sera actée de la Russie, vous allez, soi-disant, l'unanisme de l'OTAN va vite arrêter. Va se dévoiler, que ce n'est qu'un élément de façade et que la solidarité n'existe pas à l'Union européenne. Il y aura des problèmes insurmontables, énergétiques, économiques, qui va démontrer que cette soi-disant unité n'existe pas. Et puis vous avez au Proche-Orient également des pays qui aujourd'hui ont compris qu'il y avait un nouveau monde en formation, un monde multipolaire qui est en train de se reconstruire autour de l'Asie principalement, et que dans ce cadre-là, ils avaient aussi leur carte à jouer. Et en particulier leur indépendance. Et vous avez l'Arabie Saoudite qui effectivement a toujours été le fidèle allié des États-Unis puisqu'il était protégé par les États-Unis. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite défend ses intérêts. Ses intérêts sont convergents avec la Russie, mais elle défend ses intérêts d'abord, comme les Émirats Arabes Unis, comme le Qatar. Ils défendent leurs intérêts, et leur intérêt n'est pas compatible avec les exigences des États-Unis qui veulent qu'ils augmentent leur production de pétrole pour que le prix baisse encore, en plus que la Russie gagne moins d'argent, etc., etc. Mais ils oublient une chose, c'est que l'Arabie Saoudite a commencé, alors c'est un pas minime, mais c'est un premier pas, ça n'avait jamais été fait auparavant, à vendre du pétrole à la Chine en yuan, alors qu'avant c'était toujours en dollars. C'est toujours majoritairement en dollars, puisque ça ne se fera pas du jour au lendemain, la dédollarisation. Mais pour autant, c'est un premier pas. Et c'est même un coup de semonce. Et le fait que vous avez vu M. Biden qui va en Arabie Saoudite, alors qu'avant les élections, ils disent, moi, quand je vais être président, je vais faire que Mohamed Ben Salman soit totalement une personne non grata, même dans son propre pays, à cause donc du meurtre horrible qui a été commis à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Ankara. Et donc mais il s'est déplacé, il a mangé sa fierté, il s'est déplacé pour faire cette demande. Le résultat, c'est quoi?
Oui, rajoutons quand même, avant d'arriver à cela, rajoutons quand même que l'Union européenne a fait maintenant ils ont décidé de limiter même le prix du pétrole. Le résultat, c'est quoi? C'est que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou autres ne les écoutent pas. Au lieu de baisser de 1 million, ce qui était prévu, ils ont baissé la production de 2 millions avec la Russie. C'est-à-dire qu'ils ont mis un coup de semonce encore plus important. Ils ont eu une perte d'influence. Ils ont perdu des plumes, mais ils oublient aussi une raison, c'est que les pays de cette région dépendent à 100% de l'importation pour leurs besoins en céréales. 100%. La Russie, aujourd'hui, c'est 30%. Avec les nouveaux territoires, on va certainement arriver à 40 à 45% du marché mondial du blé. Donc, ils préfèrent avoir le ventre plein que servir les intérêts des États-Unis et être affamés. Surtout que l'Arabie Saoudite a une démographie importante et qu'ils ont un besoin de développement de nourriture et puis un besoin de développement économique. Donc vous avez une situation où vous avez les États-Unis qui sont en train de perdre pied, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas encore de l'influence, bien évidemment. Le dollar est toujours la monnaie principale parce que c'est la monnaie la plus liquide, même si c'est une pyramide de Ponzi, une escroquerie, que ça n'a aucune valeur. Il n'empêche que ça va rester encore la monnaie la plus forte. L'euro mourra avant. Il faut en être conscient. Mais oui, il y a une perte aujourd'hui de capacité des États-Unis, et on le voit bien d'un point de vue aussi militaire, où les grandes déclarations, mais aboutissent, et je vais conclure sur ça pour votre question, c'est que ils ont une perte de capacité diplomatique, on ne les écoute plus, parce que les pays ont décidé de poser leurs pions dans les nouveaux échiquiers géopolitiques qui se construisent autour de l'Asie. Et puis vous avez donc également cette situation où comment dire cela, où vous avez la démonstration que les pays de l'OTAN, donc les États-Unis, aujourd'hui, ne peuvent plus fournir en fait d'armement ou de munitions pour continuer la guerre à la junte de Kiev. Et je terminerai vraiment dessus. Un exemple, les standards de l'OTAN, c'est 30 jours minimum de réserve de munitions. La Bundeswehr, aujourd'hui, elle en a 2 jours de réserve. La France en a toujours 2 ou 3, de toute façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réserve. Si, par exemple, il n'y avait pas de puissance nucléaire et que la Russie avait la puissance militaire ou la volonté même d'envahir l'Europe, elle pourrait le faire, il n'y aurait rien en face d'elle, en réalité. Donc, comprenez bien que c'est un colosse au pied d'argile qui fera mourir d'abord ces colonies européennes avant elles-mêmes de mourir. Mais vous savez, un petit élément quand même dans cet élément, parce que c'est quand même les États-Unis. Il ne faut pas croire que quand une bête d'ailleurs est blessée, elle est encore plus dangereuse. Mais avec ce qui se passe en Europe, le prix qu'aujourd'hui, c'est en Europe où le prix de l'énergie sera le plus cher, c'est-à-dire qu'ils sont plus du tout compétitifs. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez une entreprise d'ailleurs a payé 1, aujourd'hui elle doit payer 10. Et ce n'est pas simplement dû au fait de la guerre, c'est parce que ça fait des années qu'ils n'ont pas prévu en réalité. Ce qui se passe en Ukraine n'a fait qu'accélérer le processus, simplement. Et vous avez une situation où aujourd'hui, les entreprises en Europe vont devoir fermer, c'est-à-dire faire faillite, ou alors, pour celles qui sont plus importantes, plus puissantes, déménager aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis vont se réindustrialiser en pillant les forces vives de l'Europe, où il ne restera plus rien. Voilà la réalité du combat d'aujourd'hui. Donc, la Russie, les États-Unis, oui, ont perdu une influence, on le voit avec la décision de l'OPEP+. Oui, on voit qu'ils ont une limite militaire puisqu'ils n'ont pas prévu pour un long conflit, alors que la Russie, si, elle est soutenue par ses alliés, quoi qu'on puisse en dire, aussi également. Mais elle joue son jeu, comme je vous l'ai indiqué, pour pouvoir survivre dans le monde de demain, quitte à sacrifier ses alliés, comme on dit. On voit très bien être allié des États-Unis, en fait, c'est le baiser du bourreau, c'est rien d'autre que cela. Alors Fabrice, on comprend bien là que vous avez répondu clairement à la question, c'est-à-dire les États-Unis sont en train de perdre pied dans toutes ces positions. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette affaire se présente, vous avez dit vous-même, et ça c'est vrai, ce sont les faits, dans une dynamique de confrontation entre une vision du monde unilatérale et une autre vision du monde multilatéral, c'est-à-dire la multipolarisation du monde et l'unipolarisation du monde?
On peut aussi, oui, ce conflit est en fait vraiment général, puisque ce n'est pas un simple changement. Pour moi, c'est un conflit qui est très très long en réalité, et c'est pas un conflit simplement avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Yalta, et aujourd'hui on est à une redéfinition. Oui, il y a cet élément-là, il y a une redéfinition géopolitique par rapport au monde de Yalta qui est aujourd'hui totalement terminé. Mais également, en fait, c'est la fin de la domination occidentale, version européenne, même avec les États-Unis dans l'histoire en réalité. Depuis 500 ans, on est en fait vraiment dans ce courant-là en réalité, parce que on le voit bien quand vous entendez les Occidentaux parler de. Moi, je précise, hein, je suis européen, je suis pas occidental. Occidental, c'est le cache-sexe en fait de l'impérialisme culturel ou l'impérialisme américain général, puisque l'Occident, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est l'Australie, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud. Vous voyez bien que c'est l'Europe. Là, vous voyez bien que c'est multiple. Et donc, c'est pas, pour parler clairement, c'est pas le monde blanc, quoi, quand vous avez aussi des Asiatiques dedans. Donc, vous avez ce monde occidental qui parle de communauté internationale, alors qu'en fait, il représente maximum 10-15% de la population mondiale. Ils avaient effectivement un autre poids économique, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe en Europe, il va fortement diminuer, et pour des années et des années. C'est pas une crise momentanée, c'est une crise historique qui est en train de se produire et qui est accélérée par l'incompétence et par les décisions irrationnelles que prennent des gens qui ne sont pas élus, puisque ça vient de l'Union européenne. Il faut quand même se dire que les gens qui prennent les décisions au niveau de l'Union européenne ne sont pas élus. Voilà, et ça parle de démocratie. Et donc vous avez une situation où, en plus de tout cela, effectivement, comme toute civilisation qui arrive à sa fin, vous avez tous ces éléments qu'on peut appeler de décadence. Et vous avez donc à ce moment-là, vous rajoutez, quand vous voyez le monde occidental qui est proposé aujourd'hui, c'est quoi? C'est le monde LGBT, c'est le monde. Alors, soyons clairs tout de suite, les homosexuels ont toujours existé, ils existent et existeront toujours, puisque c'est un élément en fait qui sont d'hormones dans la croissance de l'enfant dans le ventre de la mère. Donc c'est quelque chose qui existe toujours. Mais quand ça devient quelque chose de culturel et un élément politique, c'est là et qui veut s'imposer aux autres. On voit aujourd'hui avec les différents soi-disant genres, avec les enfants dont aujourd'hui vous êtes encore un petit enfant à l'école, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation aux parents pour, entre guillemets, changer de sexe. Ça devient, mais moi qui suis pourtant pas croyant, je puis vous dire que ça devient le mal, véritablement le symbole du mal. Et donc vous avez en face, pas que la Russie, vous avez dans les pays, je pense que la plupart des pays africains, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, je pense qu'on a des valeurs de bon sens, c'est-à-dire qu'un homme est un homme, une femme est une femme, des enfants on n'y touche pas, des choses de ce genre, et que on n'a pas à se nier soi-même pour accepter l'autre. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour accepter l'autre. Donc le masochisme national, qui est le wokisme apporté des États-Unis, c'est du n'importe quoi. On juge les choses d'hier par rapport à aujourd'hui sans les mettre dans le contexte et dans la temporalité. On est vraiment dans un monde de fou, totalement de médiocrité. Et évidemment, la Russie, et c'est le bon jeu, évidemment. S'il y a une utilisation si on parle froidement, évidemment, une utilisation de contre-feu en disant mais est-ce que c'est ça que vous voulez comme société? Et les Russes évidemment ne veulent pas de cette société. Et pour éviter en même temps cette contamination, il y a aussi une partie des Russes qui aujourd'hui, les Russes ne vont pas à la guerre avec le sourire. Vous savez, quand il y a même des Ukrainiens qui meurent, les Russes ne sont pas souriants, ne font pas la fête. Ce n'est pas vrai. Ça, chez certains Ukrops, c'est-à-dire les nationalistes ukrainiens, oui, parce qu'ils ont la, mais il n'y a pas de Russes. Et vous êtes français, la Russie aime bien la culture française. Les Russes aiment bien les Français en général. Et quand vous êtes français, ils font la différence entre vous et votre gouvernement. Ils font bien cette nuance qui n'existe pas de moins en moins, effectivement, en Occident. Vraiment dans un domaine idéologique assez extrémiste en réalité. Et ben vous avez effectivement la Russie, je pense, qui a démontré,
Je le vois moi sur mon canal Telegram Russosphère. Je vois bien beaucoup d'Africains sont tout à fait d'accord et supportent la Russie justement aussi pour cette raison-là, à savoir les valeurs familiales, des valeurs traditionnelles, qui ne sont là pas pour être imposées à tout le monde, mais pour que des choix dits individuels ne deviennent pas la norme et détruisent la société. Parce qu'aujourd'hui, et l'Afrique doit bien comprendre cela aussi, ces éléments-là, c'est que quand vous voyez dans l'Occident où vous avez nos vieux qui meurent dans des EHPAD, c'est-à-dire des établissements qui coûtent horriblement cher et qui sont traités comme des chiens, en Afrique, non. On ne met pas dehors, on n'exclut pas ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents, on les exclut pas, on vit ensemble, on s'en occupe jusqu'à temps que leur vie se termine. Et ça, vous savez, ce sont des éléments simples de respect et d'humanité qui aujourd'hui n'existent plus dans ce projet occidental qui veut détruire tous les peuples, toutes les identités, jusqu'à votre propre identité personnelle, sexuelle, psychologique, pour faire de vous simplement des consommateurs. Alors après, que vous soyez nazi, que vous soyez LGBT, que vous soyez ce que vous voulez, pour eux, ça n'a aucune importance. Consommer, consommer, consommer. Sauf que on ne peut pas aller vers l'avenir si on ne sait pas d'où l'on vient. Il faut avoir des racines pour pouvoir se projeter et pour éviter de faire des erreurs, de continuer à répéter des erreurs ad vitam aeternam. Donc je pense que il n'y a pas un contre-modèle russe. Pour la Russie, oui, il y a son propre modèle. Pour l'Afrique, il y a son propre modèle par rapport à l'histoire de chaque peuple, par rapport à sa vision du monde. Mais il y a quand même un élément qui est commun, c'est le bon sens, l'humanisme et des valeurs simples qui sont la famille. Et évidemment, dans ce conflit, il y a aussi un élément civilisationnel qu'il ne faut pas négliger. Je vous indiquerai que beaucoup en Europe aujourd'hui, effectivement, ressentent la même chose, mais ce sont des masses ou des gens qui n'ont pas la parole, ou lorsqu'ils s'expriment ou ont voulu s'exprimer, sont sous la censure occidentale ou la répression au nom de soi-disant de complotisme ou alors d'extrémisme, alors que ce sont ceux qui sont au gouvernement qui mènent une politique extrémiste en réalité. Donc nous avons la Chine ne veut pas que le monde soit chinois. Évidemment, elle a peut-être une tentation de prendre la place des États-Unis, mais elle veut pas que le monde soit chinois. Elle veut pas diffuser que tout le monde parle chinois et que ce soit sa culture. Il n'y a pas cette volonté expansionniste. La Russie, c'est la même chose, mais pas les États-Unis, qui effectivement, en réalité, sont une civilisation, mais ils n'ont pas profondément de culture. Et vous avez donc cette opposition également, cette opposition géopolitique, cette opposition qui se traduit par un point de vue militaire, d'un point de vue économique, énergétique, donc monétaire, et aussi évidemment, je dirais même civilisationnel, à tout le moins culturel. Et la Russie ne veut pas plonger, se noyer avec l'Europe, alors que la Russie est un pays européen, mais elle ne veut pas se noyer avec cette Europe qui s'est totalement américanisée. On le voit quand vous suivez la voie d'un autre et non pas votre propre voie, votre propre destin, votre propre souveraineté, vous finissez automatiquement détruit. Il y a eu le colonialisme qui empêche cela, mais vous savez, ce qui se passe en Europe, c'est une forme de colonialisme américain. Sauf que la plupart des Européens pensent que ça s'appelle être partenaire. Mais être partenaire quand on est trucidé d'un point de vue énergétique et qu'on va perdre toutes ces industries qui faisaient qu'on était une puissance économique mondiale, je pense qu'on est vraiment dans l'irrationalité et la folie. Il y a quand même aussi un élément, il y a des complots évidemment, il y a des gens qui collaborent aux États-Unis, il y a des gens qui sont simplement opportunistes, ils cherchent pas à comprendre, ils font ce qu'on leur dit, mais il ne faut pas non plus négliger une part d'irrationalité. Et vous savez, quand vous êtes imbu de vous croyez que vous êtes le centre du monde et que vous n'avez pas compris, que vous fonctionnez toujours avec un logiciel du XXe siècle et que vous n'avez pas compris que tout cela était terminé, vous continuez à vivre dans un monde virtuel et donc à répondre à côté. Vous faites une loi où vous dites le monde entier veut payer le pétrole à 40 russe à $40 le baril et pas plus. Sauf que les lois du marché, ils s'en foutent de la directive de l'Union européenne, ça va pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Vous avez des gens qui vivent dans un monde virtuel, et ce monde virtuel, en plus,
personne ne le veut parce qu'il est en dehors des valeurs qui ont fondé toute l'humanité, qui est la transmission de la famille, qui est cet élément-là. Je reparle de la famille parce que c'est un élément essentiel et les Africains le comprennent plus que d'autres. C'est la base de la solidarité. Quand il n'y a plus rien, ce qui vous reste, c'est votre famille. Et c'est cela que l'Occident est en train de détruire. Et c'est en cela que pour certains Européens, la Russie est un modèle, non pas pour devenir russe, mais pour redevenir eux-mêmes en réalité. Alors, dernière articulation de cette édition, donc, très fournie avec tous ces éléments factuels, tous ces rapports, toutes ces ramifications, jeux et enjeux. Alors, Fabrice Beur, géostratège, pour vous, dans ce cas précis, quel est l'avenir immédiat du monde dans cette confrontation? Là, c'est de faire de l'anticipation, c'est difficile. Qui ne fait pas non plus d'ailleurs de prévision ne peut pas se tromper. Donc, il y a plusieurs possibilités. Alors, je me fais l'avocat du diable. Vous avez l'OTAN qui a réussi à défaire la Russie, donc ça veut dire que la Russie s'effondre, elle est divisée en plusieurs parties. C'est le pillage, c'est aussi une partie du génocide des russophones, parce que à ce moment-là, les Ukrainiens, c'est leur politique, hein, c'est extrêmement expliqué. Il suffit simplement de regarder leur propre production, mais ça, c'est pas diffusé dans les médias de l'OTAN. C'est la Chine qui se trouve sur la prochaine de la liste dans les 5-10 ans qui suivent, et donc c'est la domination américaine pour encore plusieurs siècles. Ça, c'est leur fantasme. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui des puissances mondiales qui ne peuvent pas être ignorées. L'Inde, la Chine, la Russie pour d'autres éléments, le Brésil aussi qui est en train de monter, l'Afrique du Sud, mais on pourra en discuter, c'est plus, je ne crois pas véritablement l'Afrique du Sud comme pays pouvant s'opposer on va dire, au bloc occidental. Je pense plutôt à un bloc de pays africains qui ferait bloc en attendant d'arriver à l'unité panafricaine. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité, donc personnellement, moi je crois à 99%, si ce n'est plus, de la victoire. Alors la question c'est le délai par rapport à ce que le soutien de l'OTAN à la junte de Kiev. La victoire donc de la Russie en Ukraine, cette victoire sera encore plus totale puisque les Européens et les Américains, donc via l'OTAN, ne veulent pas négocier jusqu'au bout, mais c'est jusqu'au bout, c'est-à-dire que la Russie va aussi libérer Kharkov au nord, va libérer le port d'Odessa, c'est-à-dire que ce qui va rester de l'État ukrainien n'aura plus d'accès à la mer, économiquement ne sera plus viable, puisque là où se trouve la richesse du pays, c'est là où se trouvent les populations russophones, c'est-à-dire le sud et l'est, régions qui sont intégrées et qui vont être intégrées dans les prochains référendums lorsqu'ils seront libérés par l'armée russe, certainement d'ici l'année prochaine, pour l'année prochaine. Et donc vous avez, à ce moment-là, vous avez quoi? Vous avez l'OTAN qui a démontré qu'ils ont dépensé des milliards pour une guerre qui a fait des morts à n'en pas finir, des destructions pour rien, de leur point de vue. Ils se sont mis eux-mêmes dans une crise énergétique, une crise monétaire, une crise industrielle qui va faire que l'Europe est sortie du concert des nations pendant une longue période. Les États-Unis sortent renforcés sur eux-mêmes, mais avec on va dire une surface mondiale moins importante. On l'a vu, on a posé la question sur le Proche-Orient qui est toujours lié aux États-Unis, mais qui prend de plus en plus le large. Une Chine qui a aussi des problèmes économiques, hein, puisque un bon tiers de la croissance économique chinoise, c'est une bulle immobilière en réalité. La Chine a aussi peut-être un problème économique dans un futur proche, mais pour autant, ça ne change pas les fondamentaux d'un point de vue historique. Et à long terme, la première puissance mondiale, c'est bien la Chine. Et donc, mais ça ne change. Et il faudra du temps, par contre, pour que vous ayez une monnaie qui remplace, ou à tout le moins, qui devienne un concurrent à part égale avec le dollar, puisque le dollar est encore, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en veuille, une monnaie de référence, puisque c'est ce qui est la plus rapide à échanger et à utiliser. Et donc, vous avez, je dirais à moyen terme, voilà ce qu'on peut voir, et ça va dans le sens, en fait, de ce monde multipolaire, mais où l'Europe, par complicité, par folie, s'est suicidée, on va dire, et a donné tous ses moyens aux États-Unis pour survivre encore pendant quelques dizaines d'années.
le yuan chinois, d'ailleurs, le yuan chinois d'aujourd'hui ne sera pas le yuan de demain qui sera proposé certainement comme monnaie internationale, mais aura certainement une valeur au sein de l'Eurasie que construit la Chine et au sein de l'Eurasie, l'organisation à mon avis, de coopération de Shanghai qui va s'élargir, pas simplement à l'Asie. Et vous avez une situation qui va pendant des années, peut-être 10, 20 ou 30 ans, continuer comme cela. Donc on est dans une situation où le monde d'hier est terminé. Le monde de demain, il n'est pas encore stabilisé, donc on est dans la période d'entre-deux, où il y a des conflits, des crises, des guerres. Il va falloir, et aujourd'hui, ce qui se passe en Europe pourra se passer certainement demain, également en Afrique. Puisque le terrain d'affrontement, lorsqu'il sera utilisé dans cette partie européenne, il partira ailleurs. Il partira en Asie, il partira en Afrique, il partira en Amérique latine. C'est une évidence. Et moi, je pense plus qu'il partira d'ailleurs en Afrique, pour différentes raisons. C'est en cela que l'alliance géopolitique, l'axe géopolitique alternatif donc de l'Eurasie, de la Russie et de l'Afrique, et de l'Eurasie avec l'Afrique est importante, parce que c'est à ce moment-là que l'Afrique aussi aura besoin d'alliés pour contrecarrer. On le voit déjà avec l'intervention de la Russie en Afrique, en Centrafrique, au Mali, etc. On voit bien que ça a déjà commencé et que pour éviter des guerres plus importantes, des conflits plus importants et donc des morts plus importantes et des retards en développement plus importants, il faudra des alliés qui ont démontré l'efficacité. Et ça, c'est évidemment aujourd'hui, d'un point de vue militaire, entre la Russie en particulier. Je terminerai sur un autre élément, mais on est sur une chaîne africaine, donc je vais l'indiquer. Il faut aussi, ça c'est le domaine sécuritaire, mais si le domaine sécuritaire s'arrête au domaine sécuritaire, l'Afrique restera telle qu'elle est. Tant que l'Afrique ne transforme pas ses matières premières, tant que l'Afrique ne s'industrialise pas, il n'y aura pas de développement économique. Il n'y aura pas de stabilisation démographique. Il n'y aura pas de mieux-être en réalité. Donc il faut que les deux vont de pair. Dans l'ordre qui suit, la stabilisation, c'est-à-dire les accords militaires pour stabiliser et exclure les puissances coloniales qui n'apportent que déstabilisation, et tout de suite après, industrialisation pour transformer les matières premières afin de participer au marché mondial et pas simplement d'être une ressource, puisque là où vous pouvez développer économiquement, c'est quand vous transformez votre matière première. C'est là où vous avez la valeur ajoutée. C'est pas quand vous l'extrayez en réalité. Et c'est cela le vrai défi de l'Afrique. Et c'est en partie également le défi de la Russie, qui pendant très longtemps, même si c'est un pays industriel, qui pendant très longtemps, des fois, ne développait pas certains produits industriels parce que pouvait l'acheter en Occident. Et pourquoi se fatiguer alors qu'on peut l'acheter? Ça a été une erreur. Aujourd'hui, elle se force justement à s'industrialiser, à produire ce qu'elle ne produisait pas avant. En cela, ça peut être une expérience qui pourrait peut-être servir à l'Afrique, puisque l'Afrique est riche évidemment de matières premières. Elle a tout pour se développer. Comme la Russie est riche de matières premières, elle a tout pour se développer. Et je pense que nous pouvons, cet axe géopolitique, cet axe, pour moi, effectivement, a de l'avenir. Mais il faut le faire chacun défendant ses intérêts. La Russie défend ses intérêts, la Chine défend ses intérêts, l'Afrique doit aussi défendre ses intérêts. Avec ses alliés, mais le faire d'une manière ferme. Il ne faut pas changer évidemment entre guillemets de protecteur. La Russie ne vient pas pour protéger, la Russie vient pour trouver des partenaires. À l'Afrique de démontrer que effectivement elle est un partenaire parce qu'elle veut se développer industriellement. Je pense d'ailleurs c'est pour ça que l'Éthiopie a été à cette guerre actuellement, parce que c'était le premier pays que la Chine commençait à développer en industrie, commençait à avoir une industrie moyenne de transformation de produits. Alors c'était essentiellement du textile, mais c'était un premier pas d'industrialisation de l'Afrique. En cela, c'était un mauvais exemple. C'est pourquoi, comme par hasard, vous avez un conflit qui est né dans cette région. Donc, on voit bien que l'entre-deux, entre le monde d'hier qui est terminé, le monde de Yalta qui est terminé, et le monde multipolaire de demain, on y va, c'est une évidence. On ne peut plus revenir en marche arrière, c'est une évidence économique, historique, même civilisationnelle. Mais
ça se fera pas dans la joie et la bonne humeur, en particulier les États-Unis, qui n'ont pas envie de sacrifier leur première place pour d'une manière joyeuse et consciente. Et pour cela, il est en train de simplement de détrousser et de suicider ses alliés européens. Voilà quelle est la situation d'aujourd'hui et celle que on peut, d'une manière assez honnête et sans exagération aucune, voir pour les 20-30 prochaines années. Merci à vous Fabrice Beyo, on reviendra certainement la semaine prochaine dans ces registres 52 minutes de vérité. Avec tout ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des gros enjeux, c'est qu'il y a des intérêts et que les places ne vont pas être cédées avec la joie. C'est des questions de lutte, de combat, des dynamiques de basculement, d'enjeux et de jeux. Merci de nous avoir donné depuis Moscou, où il est plus de minuit pratiquement là-bas, de votre temps et de votre expertise. Merci. Et à vous. Madame, salut donc, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir donné aussi de votre temps de nous suivre dans ce registre de 52 minutes de vérité. Nous avons eu Luc Michel en première partie, la guerre des hydrocarbures. Nous venons de voir là la composition pratiquement des deux puissances au sommet du monde, mais une puissance, les États-Unis, qui était justement le gendarme du monde, qui commence à perdre pied et que nous avons suivi dans la démonstration justement de Fabrice Beyo, que ce ne sera pas de gaieté de cœur, c'est un combat, c'est une lutte, ce sont des dynamiques et des forces qui vont s'affronter et que c'est pas de gaieté de cœur. Et là, il conclut avec l'Afrique qu'il va falloir que l'Afrique essaye de bouger, essaye de monter sa capacité de se positionner et d'entrer dans ce jeu avec la défense de ses intérêts. Madame, salut, monsieur, bonsoir.